Alors la M3E30, c'est une auto d'abord légendaire, avec un palmarès fou en circuit et en rallye. Il y a assez peu d'autos qui ont un double palmarès pendant aussi longtemps. La M3E30, jusqu'à une date récente, gagné encore des rallyes. En circuit, ça fait un moment que c'est derrière elle, à part en VH. En rallye, par exemple, au dernier rallye de Lannoy, au dernier rallye de Saint-Marcelin dans la région, elle est dans le top 10, alors qu'on a une ou deux WRC qui viennent, qu'on a des R5. Et puis, dans les années 90, et même le début des années 2000, des pilotes de la région, comme Stéphane Cara, sont des gens qui gagnent des rallyes. Alors que c'est une auto qui est née dans les années 80. Alors, au début des années 80, il se passe un choc dans l'industrie automobile allemande. C'est que Mercedes, la maison Mercedes, la voiture tranquille, solide, pas vraiment la balle, sort un truc de fou. La Mercedes 190 E 2 litres 3 16 soupapes. Moteur 2 litres 3 4 cylindres, culasse confiée à Cosworth, bas de caisse, aileron, grande jante, alors grande jante 16 pouces à l'époque, mais truc de fou quand même. Et pourquoi ? Parce qu'on a lancé le Deutschen Tourenwagen Meisterschaft, qui est la course allemande, le DTM. Et donc, les voitures, pour courir et être efficaces, elles doivent ressembler d'assez près à la voiture de série, avoir des appuis, et Mercedes sort ça. Et évidemment, BM, qui était la marque sportive, parce qu'Audi n'était pas le Audi d'aujourd'hui, mais BM, c'était quand même les voitures, les 323i, etc., la M1, la M635 CSI. Ils disent, mais qu'est-ce que nous a fait Mercedes ? Ça sort d'où ce truc, ce 4 cylindres ? Et donc, ça titille un peu les ingénieurs BM, et puis ils veulent eux aussi briller en DTM. Et donc là, sur la base de la série 3, 320i, 316i, 325i, 325iX, ils disent, ben voilà, la concurrente de la 190e, c'est la série 3, on va développer une voiture extrêmement sportive, et beaucoup de débats, 6 cylindres, 4 cylindres, BM c'est quand même le 6 en ligne, mais pour la compétition, eh bien, ils ont décidé, pour des questions de poids, d'équilibre des masses, de poids sur le train avant, de passer aux 4 cylindres, et de partir d'ailleurs du moteur M1 et d'une base moteur qui a couru en Formule 1, la BMW Brabham de Nelson Piquet. C'était un peu de loin, mais quand même la base du moteur de la M3. Donc sur la base de la E30, ils développent une voiture aux ailes élargies. Donc on retrouve des ailes avant et arrière élargies. Pourquoi élargies ? Pour passer des roues plus larges en circuit, parce qu'on n'a pas le droit de monter en DTM des roues plus larges qui ne passeraient pas dans la carrosserie. Donc si on veut passer des roues larges, il faut que la carrosserie soit large. Une aérodynamique très poussée, notamment le pavillon arrière, quand on regarde une M3E30 par rapport à une série 3, le pavillon arrière a une inclinaison complètement différente, il est plus profilé. Un petit aileron, ce qui est complètement fou à l'époque, c'est des tout petits ailerons par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple dans les voitures japonaises, mais c'est extrêmement surprenant. Donc une voiture 4 cylindres pour une BM surprenante, des ailes larges, un aileron, équipé en 15 pouces à l'époque, ensuite qui est passé en 16 pouces, et ce moteur de litre 3, avec une culasse 16 soupapes, et qui développe la même puissance, pas loin de 200 chevaux, selon la catalysation, 195 à 200 chevaux, une boîte 5 vitesses, avec la première en bas, comme sur la Mercedes, donc deux voitures vraiment similaires, et là, il va y avoir deux oppositions dans les essais. Il y a un essai mythique avec Pescarolo, comparaison de la 2 litres 3 16 soupapes et de la M3E30, deux autos au comportement magique, mais probablement un peu plus de sport du côté de la M3, un peu plus de confort du côté de la Mercedes. Et puis donc, ces voitures vont en circuit, et là, c'est tirade de bourre, un coup l'un, un coup l'autre, un coup l'un, un coup l'autre. Et puis à un moment, il y a un gars qui a une idée géniale, qui s'appelle David Richards, le patron de ProDrive qui va faire courir Colin McRae, qui va faire courir les Subaru ensuite, et qui existe toujours, se dit, mais ancien copilote de rallye, David Richards, notamment avec Harry Vatanen, donc passionné de rallye, se dit, mais c'est une voiture, cette M3, elle a une répartition des masses 50-50, on doit pouvoir en faire quelque chose, et c'est fou parce qu'il a cette idée, les groupes B sont déjà là, on est déjà au moment des 4 roues motrices, mais ils ont envie de développer une voiture de rallye, et avec l'accord de l'usine, mais en développement privé, ils vont développer une M3E30, dont le moteur va être confié à Pipo, à côté de Valence, la caisse Amater, et ProDrive va monter tout l'ensemble, et ils ont un deal avec notamment BMW France, qui va faire courir en championnat de France des rallyes Bernard Béguin, François Chatriot, avec les fameuses BMW M3 aux couleurs Bastos, donc les rouges et blanches, et qui vont être aux mains de François Chatriot, 2 fois championne de France des rallyes, aux mains de Bernard Béguin, qui va gagner une course en championnat du monde des rallyes, le Tour de Corse, c'est quand même pas mal, et à partir de là, elles vont donner naissance à beaucoup d'amateurs d'abord fortunés,
qui se disent bah, tiens, c'est l'auto pour gagner. Donc des gens qui ont beaucoup d'argent vont vouloir la même, vont les acheter à ProDrive. Et puis petit à petit, bah, y a des occasions qui vont se développer. Et puis il y a des préparateurs privés. Et c'est là qu'un des plus grands préparateurs privés français de M3, qui est Hugues Delage, bah, commence lui à courir sur M3E30, à gagner sur M3E30. Et puis d'autres préparateurs, Siltisport par exemple, beaucoup d'autres ensuite. Et on a beaucoup de pilotes. Dans la région, on avait la chance d'avoir un très grand pilote de M3E30 qui est Xavier Ducastel, qui a fait plein de Monte-Carlo avec sa M3, qui a un super palmarès avec. Mais ces voitures vont rentrer dans les rallyes de championnat de France d'abord, beaucoup, et puis de national, et puis de régional. Et on va les voir dans tous les rallyes des M3E30 qui vont briller aux premières places. Et donc c'est une auto qui en rallye va courir un tout petit peu en groupe N. Alors il y en a quelques-unes qui vont courir en groupe N, avec la boîte de série qui est un peu longue, avec un moteur peu développé, qui a peu de couple, mais quand même avec un châssis extrêmement efficace. Et en groupe A, le développement qu'il va y avoir sur le moteur, ça va être des premiers moteurs autour de 285 chevaux, qui monteront jusqu'à 295. Je parle des voitures, entre guillemets, usines des ProDrive, avec d'abord une boîte 5, puis une boîte 6, des roues de 16 devant, puis de 17, et après on va passer en 17 pouces avec des moteurs qui avoisinent les 300 chevaux, qui prennent un nombre de tours complètement fou. Et aujourd'hui, les M3 Groupe A qui courent en rallye, certaines sont proches de 330 chevaux, ont la boîte 6, sont des caisses légères. Donc voilà, c'est une auto qui va avoir, je pense, un palmarès lié à son agilité, son équilibre phénoménal, le 50-50, un moteur qui, entre guillemets, un peu creux en bas, mais qui se développe au-delà de 5000 tours, voire même au-delà de 6000 tours, mais appuyé par la boîte 6. Et donc c'est une auto qui, est, dès qu'elle est lancée, est extrêmement rapide et a une efficacité, et qui passe dans les virages, on va dire les rallyes très très rapides, c'est absolument formidable, et puis dans le serré qui est extrêmement agile. Donc c'est vraiment une auto de pilote, mais une auto qui donne énormément de plaisir, et ce qui explique qu'encore aujourd'hui, elle débarque en VH. Donc aujourd'hui, ça fait partie des rares autos qui est toujours homologuée en groupe A, en moderne, mais qui est en train de truster tout en VH, parce que c'est l'auto la plus moderne qui est en VH, hein. Une R5 Turbo ou une Porsche, qui sont des R5 Turbo des années 70, ou les Porsche des années 70, puisqu'on va jusqu'au 3 litres en VH, par rapport à une M3 E30 qui est beaucoup plus moderne. Elles ne peuvent pas lutter à pilote égal, évidemment, et on les voit en VH vraiment se développer, et on voit tour de Corse historique, etc., beaucoup de M3 E30. Donc c'est une voiture qui a encore énormément d'avenir. Et puis dernier point, c'est une auto qui était d'une fiabilité, évidemment confiée aux bonnes personnes, moteur et boîte vraiment extrêmement solides. Alors mon histoire avec la M3E30, elle est un petit peu originale, on pourrait croire que c'est tout ce palmarès. En fait, ce palmarès, je dirais, il a accéléré les choses, mais pourquoi un jour j'ai flashé sur la M3E30 dans un petit village du Vercors, où il y a mon ami Toto, que je salue, qui regardera sûrement cette vidéo, où je passais tous mes week-ends, on faisait toutes nos bringues là-bas, etc. Et il y a un monsieur de Valence, industriel, qui avait toujours des belles bagnoles. D'ailleurs, il y avait une 325 IE30, il a eu des Delta intégrales, 325 IE30, c'était déjà quelque chose à l'époque, hein. Surtout dans un petit village du Vercors, hein. Il serait arrivé en Aventador, c'était pareil. Et un jour, je traverse le village pour aller chez mon copain Toto, et je vois, à la place où il y a toujours la voiture de ce monsieur, je m'attends à voir sa 325 IE30, et je vois un machin noir, jante BBS de 17 pouces, aileron, aile large. Et putain, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? C'est un ovni, quoi. Non, et on s'arrête, M3. Putain, ouais, c'est donc ça, la M3. Truc de fou. Et tel Cro-Magnon qui découvre le silex autour du feu, tourner autour, urk, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et émerveillé. Et la ligne, après, on aime, on n'aime pas, il faut se replacer dans le contexte, mais moi, je tombe raide dingue amoureux de cette ligne. Je trouve cette voiture fantastique. Alors, ce monsieur avait mis des roues BBS de 17, alors que la voiture de série était en 15, sauf la sienne, qui était une Evo 2, donc en 16. Donc, je savais pas à l'époque que c'était une Evo 2. Après, je découvre que, mais c'était une Evo 2, donc en 16 pouces. Et là, il avait mis des jantes BBS, ni d'abeille. Putain, la caisse était tellement belle, quoi. Et puis, bah, évidemment, on discutait avec lui parce qu'on le connaissait, il nous raconte. Lui, pareil, il l'avait vu en vitrine chez Fourel. Elle est devenue comme fou, il l'a acheté, pareil, coup de cœur, etc. Et puis, c'est à peu près concomitant au moment où je rencontre quelqu'un qui a aussi beaucoup compté pour moi dans ma carrière, dans ma passion automobile, j'allais dire dans ma carrière de pilote,
Enfin, j'ai fait du rallye, mais on ne peut pas appeler ça une carrière de pilote, mais qui est le fameux Xavier Ducastel, que j'avais rencontré parce que je voulais mettre une histoire qu'on racontera peut-être un jour, un filtre à air KN sur ma Golf GTI, parce que KN faisait une pub dans l'échappement, plus 2 à 5 chevaux avec un filtre à air, mais bien sûr, c'est ce qu'il me faut. Je découvre Xavier Ducastel, qui lui court à l'époque en 325i. Au moment où je le connais, un an après, il vend la 325i, il achète une M3E30 pour courir. Je suis entouré de M3E30, et donc là je découvre la M3E30 de l'intérieur, parce que Xavier m'emmène sur la route, d'abord en groupe N, mais déjà il la manie avec le talent qu'il a, c'est fantastique, et en groupe A. Et puis je commence à l'époque à m'intéresser vraiment au rallye, c'est l'époque où je commence aussi à courir moi, et je découvre ces M3E30 en course. Et donc, je dirais que l'histoire de la M3E30, en m'y intéressant, en découvrant la course, ça m'a complètement rendu dingue, mais ce coup de cœur que j'ai eu, et je me suis dit, un jour j'en aurai une. Et c'est ce qu'on fait quand on est un peu jeune, à la fois le vœu pieux, un peu le rêve, mais aussi l'envie, mais je m'étais dit, si un jour je peux, j'aurai une M3E30. Et en 98, j'avais à l'époque ma Clio Williams, bon je l'ai gardée longtemps cette Clio Williams, et je me dis, écoute, ce serait peut-être bien de regarder ces M3E30, et je regardais les annonces, et je découvre que effectivement, on trouve des M3E30 chez BM, pas le bon coin en 98. BMW Cholet, une M3E30, Evo 2, 72 500 francs, pas euros, 72 500 francs de proprio. Je vais à Cholet en train, je regarde la BM, et donc j'achète ma première BMW M3E30, Evo 2. Aujourd'hui, le prix d'une Evo 2, c'est énormément d'argent, donc à l'époque, ça vaut pas grand-chose. Une Clio Williams, ça vaut 130 000 francs. Donc là, on a 50% du prix d'une Clio Williams, et c'est une Evo 2, donc ça veut dire une voiture numérotée avec une plaque numérotée sur 500. Et donc, c'est ma première auto, et je la confie d'abord à Xavier, qui me dit, pour qu'elle soit bien, Xavier Ducastel, on met 4 Bilstein, un Poncourt, c'est top. Et puis comme d'hab, tu mets le doigt dedans, et puis c'est parti. Et puis l'idole de la M3E30, Hugues Delage, je me dis tiens, on peut peut-être faire 2 trucs, des routes 17, une ligne, un boîtier, 2 baquets, enfin bon. On la prépare, des freins de M3E36. C'est une auto qui m'a donné pas mal de plaisir de la posséder, mais je suis pas arrivé à quelque chose d'abouti, et Xavier avait raison, fallait aller très loin, ou fallait la garder comme je l'avais de série, les Bilstein, les Ebach, le Poncourt, et c'était très bien. Et là, j'ai fait une sorte d'entre-deux avec Delage à l'époque, et la voiture était trop extrême, pas efficace, etc. Elle marchait, mais bon, c'était... Et du coup, je la vends au bout de quelques années, à quelqu'un qui l'a mis d'ailleurs autour d'un arbre. Celle-ci, elle a fini autour d'un arbre. Et pour la petite histoire, le jour où j'achète cette voiture à Cholet, je rentre de Cholet, je vais dans le Vercors, j'arrive dans le village à Saint-Julien chez Toto, la M3E30 du monsieur de Valence est là, je la garde derrière, donc il a une Evo 2, j'ai une Evo 2, on fait une photo qui est mythique, et il y a 80 numéros d'écart. Donc les 2 autos qui suivent à 80 numéros près, et dans un tout petit village du Vercors, 2 M3E30 Evo 2, je pense que c'est plus jamais arrivé, bon, c'est un coup de bol, et c'était assez hallucinant de voir ces 2 bagnoles de la même couleur, les 2, enfin incroyable quoi, on était vraiment comme fous. Et puis des années passent, et puis la M3E30, j'avais un peu un sentiment inachevé, avec cette première que j'avais fait évoluer, et un jour je me dis je devrais en racheter une, et ça vaut toujours, alors on est passé en euros, mais ça vaut, je crois que je l'achète 12 000 €, un truc comme ça, un truc, et la caisse magnifique, repeinte, mais alors je me fais un peu enfler, pas terrible, je l'amène pareil chez Hugues, on fait une petite prépa, mais je voulais la garder de série, un peu l'améliorer, et très bon résultat châssis, mais il aurait fallu refaire le moteur, la caisse était vraiment pas terrible, et je me sépare de cette caisse pour un gars qui voulait la refaire, et donc deuxième déception avec la M3E30, et puis le temps passe, et ça avait été quand même un de mes coups de cœur de jeunesse, de découverte de la bagnole, et un jour je me dis quand même, j'avais toujours ce vieux fantasme avec nos potes, on se pignolait sur, putain les M3E30 Bastos, donc les ProDrive aux couleurs, les rouges et blanches, jantes dorées, ouais je pourrais me faire une réplique, on commence à avoir un peu la mode des répliques, et donc je me dis, il faudrait que j'en trouve une blanche ou une rouge, et après je pourrais la faire passer, on met les jantes dorées, et je me fais une ProDrive. Et donc je pars à recherche, et je trouve pas un ami, mais un copain, qui a 2 M3 à vendre, une grise et une rouge. Et j'y vais avec Xavier Ducastel, qui lui avait un client qui cherchait une M3, on se dit aussi bien, on prend les 2, peut-être qu'on pourra négocier. Et à l'époque, il vendait la grise quelque chose comme 17 000, la rouge comme quelque chose comme 20 000, et on prend les 2, mais on négocie le prix. Et le gars me dit, bah non, c'est 20 000, je dis, allez, 19, 19 500, non, bon, on les prend pas.
Ok, en se disant, il va nous rappeler. On n'a pas rappelé. Et un an après, je me dis, quand même, je suis con, une M3E30, c'est bien. Il faudrait une M3E30. Je repars à les petites annonces, M3E30, ben, je vois qu'il les a toujours. Je le recontacte. Il me dit, ouais, elles sont toujours à vendre, mais entre-temps, la cote commençait de monter. C'est pas ce que c'est devenu, mais sa bagnole à 20 000, il la vendait 24 000, celle à 17, il la vendait 19. On y retourne avec Xavier. Je dis, bon, pareil, pour le lot, 24 000, ah putain, 24 000, bah ouais, mais bon, 23 500, bon d'accord. Donc un an après, avec une intelligence qui me caractérise, si on se souvient l'histoire de la GT3, ma deuxième vendue 60 000, ma troisième rachetée 95 000, bah là, je dis non à 20 000, un an après, je dis oui à 23 500. Donc le mec, écoutez mes conseils à la bourse, ça va être comme ça va bien se passer. Et donc on achète les deux, Xavier pour son client et moi la rouge, et quand j'achète cette rouge, c'est sûr, je vais la poser chez Delage, on va peut-être pas tout de suite faire une ProDrive, mais on va faire une vraie grosse évolution. Donc voilà l'histoire de l'origine de la M3 et de mes 3 M3E30. Quand j'ai acheté cette M3E30 rouge, mon idée, ma cible, c'était vraiment une réplique d'une ProDrive avec les stickers Bastos, etc. etc. Donc il fallait la préparer, une vraie réplique. Alors une vraie réplique quand même, avec une ambition de pouvoir avoir un usage routier. Donc je m'étais dit, si on pouvait faire comme les Porsche Club Sport, un demi-arceau, baquet, et puis on va d'abord alléger la voiture, travailler les trains, et on fera une légère évolution du moteur, parce qu'on va pas mettre un gros pas, qui d'abord en maintenance, c'est un budget, en réalisation c'est un budget, et en usage, si je traverse une ville, je ne me vois pas avec ça, on ne va pas mettre la boîte Crabo, mais on va essayer au moins sur une partie des sensations, c'est-à-dire le poids de l'auto, les liaisons au sol, la direction, les freins, d'avoir une groupe A, en look d'avoir une groupe A, et en moteur d'avoir un truc un peu dynamique. Et vraiment je l'ai acheté pour la transformer, parce qu'à l'époque une M3, même si je l'ai payé un peu plus de 20 000 €, mais aujourd'hui on voit ce que c'est, c'était une bagnole, on n'imaginait pas l'explosion de la cote, donc on se disait à la limite j'en achète deux, je mélange les deux, j'en fais une, et pas de problème, c'était une icône, mais c'était pas une icône financière, c'était une icône de rallye, mais c'était pas une auto intouchable. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens, je la voudrais toute de série, je ne vais pas y toucher, et alors une M3 de série, ça a une immense qualité, ça a deux grandes qualités, enfin 3 en fait même. La première grande qualité, c'est son look. On aime ou on n'aime pas, mais pour beaucoup de gens, c'est son look. La deuxième qualité virtuelle, c'est ce qu'elle représente, c'est son palmarès. La troisième qualité, bien réelle, c'est son comportement routier. Même encore aujourd'hui, c'est un comportement routier absolument dingue. C'est une auto qui a été extrêmement bien conçue. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les freins sont corrects, c'est pas les plus fous. Et le moteur, magnifique, culasse 16 soupapes, Cosworth. Alors quand il est sorti, formidable. Mais il faut rappeler qu'on est entre 28 et 29 secondes au 1000 mètres départ arrêté. C'est-à-dire qu'une Clio 3 RS, c'est un poil mieux. Donc c'est pas dingue, il n'y a pas énormément de reprises, c'est un moteur brillant qui est fait pour aller dans les tours. Mais objectivement, aujourd'hui, c'est un poumon, une M3 de série, quoi. Donc c'est très décevant. On peut s'enflammer, je peux comprendre le collectionneur, mais le bolideur, le membre de l'EDG Racing, on se traîne la bite. Hein. Donc, à part un très bon pilote en descente sous la pluie, qui là va mystifier tout le monde grâce au comportement de l'auto. Et donc moi, je veux une M3 E30 qui envoie, qui bastonne et qui ait un vrai bon comportement. Donc on va avoir un chantier sur pas mal de sujets. Je me souviendrai toujours, je descends chez Hugues avec la voiture de série, et je lui ai expliqué au téléphone tout ce que je voulais. Il m'avait dit, viens, on en parle, on va prendre la matinée pour en parler, voir la journée, et après on fera des devis. Donc je suis arrivé, effectivement, on a passé une journée à... et alors je voudrais ça, et je voudrais ça, estimer, mais sans... Allez, alors tout est possible, hein. Sur une M3E30, tout est possible. Et chez Hugues, tout est aussi possible. Mais évidemment, il y a des limites. Enfin, certains n'en ont pas, moi j'en avais quand même, qui s'appelle le budget. Et donc, puis il y a la cohérence. Parce que n'oublions pas que ce que je voulais, c'est une auto pour aller bolider avec mes amis, pour me faire plaisir, faire des ouvertures de rallye, mais qui passe le contrôle technique à peu près bien, qui puisse traverser une ville en liaison, et qui soit quand même d'un usage, certes extrême, mais pas ultime. Donc, on réfléchit, on se dit, premier chantier, look allègement. Donc, look pas extérieur, c'est une M3E30, elle est déjà prête. Look intérieur, donc on va trouver deux baquets,
deux très bons baquets, trouver un demi-arceau, en fait un arceau complet dont on ne monte que la partie arrière. On fout la bagnole à poil dedans, à la tôle. On supprime donc l'autoradio, on supprime la clim. À la place de la radio, on monte une plaque carbone avec les manos, avec la commande de la ventilation d'air forcé. Pour que ce soit joli, on nettoie tout, on met une peinture noire satinée à l'intérieur pour que ça fasse propre. La plage arrière qu'on a enlevée, on met une plaque de carbone, 2-3 trous, on met du carbone pour que ce soit joli, repose-pied, copilote en carbone, plaque carbone avec anti-dérapant au pied du pilote. Donc là, on gagne énormément de poids. Je revends d'ailleurs tout mon intérieur cuir. On gagne beaucoup de poids. Par exemple, un siège de M330, j'ai plus le chiffre en tête, mais on va dire c'est autour de 25 kg à peu près. Gros siège cuir réglable. Un siège baquet, c'est 7-8 kg par siège. Donc on voit déjà ce qu'on gagne. Alors compensé par la mise de l'arceau, mais globalement, on gagne vraiment pas mal de poids dans la voiture. Et à l'intérieur, on a un look de voiture de course, petit volant tulipé, auto parfaite, console centrale allégée. Donc ça, c'est la partie look allègement. Ensuite, on a une deuxième partie qui va être la partie comportement routier. Et là, j'ai dit, je voudrais des suspensions. Donc on a un premier set de suspensions assez sportives, des Bilstein. Et puis, on travaille un petit peu les trains, géométrie. Et ça, je vais garder ça pendant un an et demi, en me disant, c'est très bien, mais je voudrais aller plus loin et c'est un peu souple quand même pour ce que je veux faire. Sachant qu'en rallye, on le dit toujours, il ne faut pas des bouts de bois. Et Hugues me dit, si tu veux une Groupa, on va mettre des suspensions Groupa. Et on parle des Groupa de l'époque, parce qu'on peut monter aujourd'hui les suspensions multivoies, où il faut 12 ingénieurs pour les régler, et à part se tirer sur la nouille avec ses potes en disant, oui, mais moi j'ai des amortisseurs 3 voies, et voilà, oui, tu as des amortisseurs 3 voies, et tu les as réglés avec... bref. Donc on va mettre des très bons amortisseurs, des Bilstein Rotary Groupa pour la M330, vraiment, donc avec le gros tube et tout. Donc on monte ces amortos-là, on monte les triangles de la Groupa, triangle alu de la Groupa. Je passe le détail sur tous les cylindres blocs, les supports moteurs rigides, le travail sur le train arrière, le travail sur l'autobloquant, qui est d'ailleurs, on le sent quand on conduit, qui est taré beaucoup plus dur. Donc on se retrouve avec, on va dire, les trains d'une très très bonne Groupa de l'époque. Aujourd'hui, elles sont plus sophistiquées, mais les trains d'une très bonne Groupa de l'époque. Il dit maintenant, avec ça, il faut les routes 17. Évidemment, moi, on est toujours dans mon idée de réplique Bastos, donc trouvons les jantes dorées. Il y avait deux modèles, les 5 branches ou celles que j'ai, et je ne trouve pas bien des 5 branches qui étaient, je crois, de mémoire les Speedline, mais il y a toujours, en réplique de très bonne qualité, les dorés que j'ai montés sur l'auto, donc on commande les 4 dorés, 17 pouces, on met des pneus de mémoire 215-45 par 17, parce que 225 ça passe pas à l'arrière, mais on monte ça, et puis on se dit maintenant il va falloir faire freiner la voiture, donc pour avoir le comportement routier qui va bien, on met, et Hugues avait une promotion à ce moment-là, mais on met des gros Brembo 4 pistons à l'avant avec les gros disques, on met des AP Racing derrière, c'est une voiture de course, frein à main hydraulique. Petit sujet sur les freins, pas simple, où j'ai beaucoup hésité, mais maintenant si tu veux vraiment que ça freine, c'est le circuit de frein on-board, c'est-à-dire tout en aérokeep à l'intérieur de la voiture, et il faut virer le Mastervac, c'est-à-dire l'assistance de freinage, tu vas être en direct, via le mètre-cylindre, direct sur les plaquettes en gros. Et donc, énorme, donc pas du tout d'assistance, évidemment il n'y a plus d'ABS là-dessus, pas d'assistance, et donc une pédale de frein extrêmement ferme, et j'avais assez peur de ça, parce que je me disais, il faut appuyer très fort, si j'ai des gravillons en ouverture de rallye, si j'ai de la pluie, je vais bloquer les roues, il me dit, mais non, mais enfin, je décide de faire confiance, j'en parle aussi à Dudu, qui me dit, tu vois, c'est formidable, et effectivement, avec ces gros étriers, les bonnes plaquettes, du bon liquide, on a énormément d'efforts à fournir, d'ailleurs après un rallye on a souvent un peu mal à la jambe, mais quand on conduit on s'en rend plus compte, mais on a une précision que je n'ai jamais connue, même sur la Porsche, quand on appuie on sent presque l'amorce du blocage, d'ailleurs tu vois quand tu vas rouler avec moi ça ne bloque jamais, même si tu arrives très fort, même s'il y a des graviers, tu tapes dedans, et puis les freins sont infinis, mais infinis, alors on est arrivé à un poids d'à peu près un petit peu moins de 1100 kg avec la voiture, on a des freins colossaux. Donc ça, vraiment intéressant. Et dernier point pour finir sur ce comportement, on parlera du moteur après, direction directe. Il ne faut jamais oublier que l'essentiel de la sensation entre une voiture et son chauffeur, son pilote diront certains, passe par le train avant et la direction. Une très bon châssis avec une direction très molle, très démultipliée, on perd beaucoup. Et là, on a une direction très directe, 2 tours de butée à butée. Donc là, on braque tout de suite avec ça. On le sent dans les enfilades, la voiture se place très bien, on la contrôle très bien parce que c'est une auto qui va bouger, donc on la rattrape aussi très bien. C'est-à-dire qu'avec peu de mouvement, on rattrape beaucoup d'écart. Donc ce qui est plutôt pas mal avec une M3. Et donc là, je me retrouve avec une voiture qui a le look, quand je monte dedans, je suis dans un baquet, j'ai un arceau derrière moi, j'ai des harnais 6 points, la boucle aviation, un volant tulipé, ça fait plus de bruit parce qu'il n'y a plus d'insonorisant, j'ai les trains d'une Groupa, j'ai les freins, il faut taper fort d'une Groupa, je suis dans une Groupa. Bon, il manque un truc.
j'ai toujours mon petit moteur. Alors, ça va pas mal parce que la voiture est allégée, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, en gros, 3 grandes options. Donc, moyenne prépa, grosse prépa, gros groupe A. On élimine gros groupe A, une blinde. Là, on passe plus en kilomètres, mais en heures pour la maintenance, et puis pas du tout adapté à mon usage. Et je me dis, mais effectivement, je peux faire la moyenne prépa, et puis dans le temps, comme tout est évolutif, je ferai la grosse. La moyenne prépa, c'est quoi? Ma M3 E30 rouge, c'est les catalysés, c'est-à-dire les M3 215 chevaux, basés sur le moteur de l'Evo 2, la 220 chevaux, mais catalysés à 215 avec une admission plus grosse. Donc c'était, en plus, je voulais, c'est les 89-90, je voulais une M3 comme ça, pour ce moteur-là, pour tout ce qu'elle avait, elle était vraiment aboutie. Donc c'était celle-là. Donc on a la bonne admission, on va mettre un bon filtre à air, évidemment, on va changer complètement de bloc neuf, embiellage neuf, culasse préparée, avec conduit d'admission et d'échappement préparé, soupape neuve, soupape rodée, neuve, ressort neuf, arbre à cam plus performant, gestion électronique adaptée, collecteur, échappement full group N, sauf le silencieux, où on met un silencieux sport, non pas pour le look, mais je rappelle que c'est un usage routier que je vais avoir de cette auto, et ouverture de rallye. Donc si on ne met pas le silencieux sport, qu'on met un groupe N, là, maréchaussée, orange, menottes, fin de l'histoire. Et donc on a ce moteur qui développe au banc à peu près entre 245 et 250 chevaux, ce qui est pas mal pour une auto de moins de 1100 kg, boîte refaite à neuf et pont court. Voilà. On va pas, la boîte 6, c'est 10 000 €. Hein. La boîte 6, à Crabo qui va bien là-dessus, c'est 10 000 €. Mais je me dis un jour, j'évoluerai vers la boîte 6 et vers l'évolution moteur avec la grosse boîte à air carbone, la grosse gestion pour arriver dans les 260-270 chevaux. Mais là, on a déjà une auto qui est un outil. On n'est pas débordé par la puissance, mais quand elle est lancée, elle est quand même très rapide. Hein, moins de 1100 kg, pas loin de 250 chevaux. On a le pont court, on a des trains absolument fantastiques. Et avec ça, je roule pendant un moment. Mais il y avait un truc un peu imparfait, c'est que j'avais des pneus de série. Et c'est un jour, en discutant avec mon ami Xavier Ducastel, il me dit « Mais la dureté de tes flancs de pneus n'est pas adaptée. Tu as des suspensions groupe A, tu ne peux pas avoir des pneus de série. » Et il avait bien raison. Il y avait un écart de comportement routier. La voiture rebondissait un peu. Je m'y étais habitué, mais il me dit « Tu ne peux pas monter des slicks pour ton usage. Mais monte du semi-slick. Semi-slick avec une carcasse beaucoup plus rigide. » Et là, la révélation. Évidemment, bon, l'adhérence, il n'y a pas photo par rapport à un pneu de série. Mais surtout, la voiture devient confortable. En fait, on a, et ce que souvent oublient les gens, c'est qu'il y a des suspensions. Une suspension, c'est un ressort, un amortisseur. Ben, c'est un pneu aussi. Et si on a une rigidité de carcasse qui n'est pas en adéquation avec le travail ressort-amortisseur, ben, on peut avoir un truc top, mais on va tout foirer. Et là, je trouve enfin une rigidité sur les conseils de Xavier qui va avec l'ensemble. Et là, la voiture, elle était bien, hein, mais là, elle devient absolument extraordinaire. Et au passage, je gagne effectivement l'adhérence d'une gomme semi-slick. Alors évidemment, la voiture, sous la pluie, elle devient compliquée, parce que même la D08R qui est un peu plus sculptée, ça va pas trop sous la pluie, on peut rouler, mais on peut plus attaquer. Donc c'est une auto qui commence à devenir limitée à un usage sec. Elle est extrêmement bruyante dedans, extrêmement bruyante. On a tout, il n'y a plus d'insonorisant, on entend la transmission, on entend les gravillons, on entend l'échappement, on entend l'admission. Elle devient physique. Et c'est une auto, il faut se battre avec, mais elle devient très très performante. Je vais l'utiliser uniquement, quasi, de moins en moins en bolidage, parce que très très fatigante, en ouverture de rallye. Et en fait, elle a été tellement poussée en comportement qu'elle est fantastique sur route fermée. C'est une auto, quand on attaque, mais à fond, je pense qu'en plaisir, en performance, on est avec une voiture de course. Donc c'est extraordinaire, sauf qu'attaquer à fond. C'est une auto qui est faite pour les petites routes. Moi, j'ai développé cette truc pour les spéciales de rallye. Spéciales de la rallye, elles sont parfois larges comme la bagnole. Attaquer à fond sur route ouverte, pas possible. Donc, plaisir personnel, petite route, le Vercors-l'Ardèche, on est à 70% de l'auto. Il y a la frustration, on n'a pas tout le potentiel. Elle ne répond pas aussi parfaitement quand elle est à fond. Ces autos très poussées, elles fonctionnent dans une plage. Au ralenti, en ville, bon, elle roule la voiture. Bon, on voit bien qu'au ralenti, c'est pas ça, c'est pas fait pour faire des manœuvres, etc. Donc, je l'utilise plus qu'en ouverture de rallye, et j'ai dans mon garage une auto extraordinaire que j'utilise très peu, que j'adore, mais à un moment, la cote a explosé, et je suis amené à choisir entre immobiliser une grosse somme d'argent dans mon garage pour une auto certes formidable, mais que j'utilise très peu, ou vendre cette auto et la remplacer par quelque chose d'autre. Et il se trouve que le cofondateur, le DG Racing, mon ami Hervé, grand pilote et grand bolideur, lui aussi, comme moi, il rêve d'une M3 E30. Et donc, il me dit, moi, j'avais un projet, quelqu'un qui voulait me racheter cette voiture, vraiment à une somme très très élevée. Et je discutais avec lui, et Hervé, évidemment, me fait une offre moins élevée, mais il me dit
La voiture, elle est à côté, puis si tu veux la prendre pour faire une ouverture de rallye et de temps en temps aller bolider, tu passes à la maison. Entre le fait que c'est un copain, qui est un passionné, que je pourrais toujours voir la voiture, que je pourrais rouler avec, même s'il y a un écart entre son offre et la grosse offre, je choisis et l'amitié, et le fait de toujours voir la voiture, et mon copain Hervé, qui habite à 40 km de chez moi, achète ma voiture. Et donc, maintenant, cette voiture, elle est chez lui, il s'en sert, mais moi, j'ai fait quelques ouvertures avec, et puis je peux encore rouler de temps en temps, comme on va le faire pour cet essai. Alors sur cette M3 rouge, comme je le disais, je ne suis pas allé au bout, je ne suis pas allé sur la grosse prépa, parce que là on passe, comme je le disais, dans une maintenance en heure, et puis c'est un très très gros budget, et puis une fois de plus, c'était une auto que je voulais, même si j'avais un usage limité, quand même en profiter assez souvent. Mais j'ai un petit regret, et peut-être c'est Hervé qui le fera, de ne pas être allé sur la boîte 6, qui est quand même un budget de 10 000 €, et d'aller à la boîte à air carbone, la grosse admission carbone, avec une nouvelle gestion, où là on pourrait arriver aux 265, peut-être 270 chevaux, enfin, on va voir ce que dit Hugues, mais en tous les cas, passer les 260, et avoir le son encore plus caractéristique des boîtes d'admission de la M3E30. Quand une M3E30 arrive en rallye, tous les passionnés savent que c'est une M3E30, il y a cette admission qui est folle. J'y suis pas allé à l'époque pour des raisons de budget, il fallait encore mobiliser, je pense, entre 15 et 20 000 €, la boîte, plus la prépa, etc. Plus le fait que j'avais un acheteur, que je me suis dit, puis j'ai décidé de vendre, et voilà. Donc peut-être Hervé le fera. C'est pas une auto nationale, d'autoroute ou de grande route. Quand on est sur la bonne route avec des conditions qui offrent des sensations uniques. Alors déjà, je pense qu'on peut dire de ça, de toutes les voitures de course. Une AX de rallye, c'est des sensations uniques. Parce que le bruit, parce qu'on a des pneus de course, parce qu'on a un châssis de course, et je pense que les gens qui n'ont pas conduit une voiture de course ne peuvent pas imaginer ce que c'est. Que ce soit sur la piste, ceux qui font de la piste avec une voiture de série, c'est top, on peut vraiment améliorer une voiture de série, les pneus, les suspensions, mais je pense que pas mal de gens qui ont des grosses autos de série qui tournent en circuit, peut-être certains se sont fait défenestrer par des Clio de course, ou des plus petites autos, mais des voitures de course. Une voiture de course, c'est un autre monde. En rallye, c'est pareil. Moi, je bolide, tu as vu, on a fait l'essai de la Subaru, on a fait l'essai de la GT3, ça bolide. Mais une auto de course, comme est la M3 maintenant, on a tout qui est fait pour. Et quand on est dans cette plage d'utilisation-là, sur la bonne route, c'est imbattable. Donc il y a une question d'ambiance. Déjà, je pense que dans le grand plaisir qu'on a aujourd'hui, on monte dans une M3E30, bordel. Putain, on est dans une M3E30, puis là, elle est rouge, elle a les jambes dorées. On s'assoit dans un baquet, le volant, il y a le logo BM, c'est l'ambiance de la M3E30, il y a l'arceau. On boucle le 6 points, ça fait clic. Il y a ce bruit du moteur. Rien que ça, déjà, c'est déjà la trick. On pourrait rester à l'arrêt, et voilà. Bon, on va aller un petit peu plus loin que rester à l'arrêt. On commence à rouler, c'est chaud. Et quand la voiture, c'est pas une voiture qui va briller par son accélération départ arrêté. Pas déconner, hein, moins de 1100 kg, 250 chevaux, ça marche quand même. Bon, on revient sur de la Clio, un peu mieux qu'une Clio RS, mais quand même. Il n'y a pas de turbo, le couple est très haut, la plage d'utilisation est au-delà. On sent que c'est vraiment après 5000 tours, voire 6000 tours que ça marche vraiment. Donc ceux qui ont l'habitude des TDI vont dire c'est un poumon. Bon, en même temps, je pissois sur les TDI, bref. Mais une fois que cette auto est lancée, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le rythme d'une spéciale, putain, qu'on est dans la bonne plage, c'est absolument dément. Tout est bien, la boîte est ferme, mais passe très bien. On a cette foutue direction directe, tac, tac, on conduit comme ça, pas de grand mouvement. On inscrit la voiture, et surtout, le foutu comportement routier de cette bagnole. Elle est placée, l'arrière commence légèrement à embarquer, on gère juste l'accélérateur, on ne relâche pas, sinon on part dans la lune, hein. Mais juste en soulageant, ça va un peu glisser, on reprend l'adhérence en remettant, c'est la base du transfert de charge, et elle a ce comportement qui est absolument dingue. On arrive dans des grandes courbes très rapides, elle va passer comme une balle, il y a l'ambiance, le bruit, le freinage, ce fameux freinage, mais qui est démentiel, mais pas tellement par la puissance est dingue, mais par la précision. Et là aussi, tester ce qu'est un freinage précis, je pense que c'est compliqué à imaginer, tant qu'on ne l'a pas vu. On parle de GT3, de machin, ça a des freins de dingue, mais un freinage précis, de savoir exactement ce qui se passe sous les pieds, parce que ce qu'on sent dans une voiture, c'est avec les pieds, avec le cul, et avec les mains, c'est les points de contact, hein. Les pieds sont sur les pédales, les mains sur le volant et le cul dans le baquet. Donc on sent à peu près tout. Et donc quand on ressent sur l'ensemble de ces points de contact avec la voiture, le cul, les pieds et les mains, des sensations extraordinaires, et là cette auto, elle est extrêmement rapide lancée, elle est quasi imbattable en descente quand ça tourne, faut voir les cadences, et là il faut imaginer une route fermée, et puis elle a un frein à main hydraulique. Ça c'est le joystick
le virage serré arrive, on tombe le banc à port, on la place. Faut pas y penser. Hein. Si tu y penses, tu foires ton truc. Faut que ça devienne un réflexe. Tu tournes, tu balances, la voiture part, tu remets tout de suite les gaz et tu sors entre extrayant. Une machine, je dirais, par rapport aux autos modernes, c'est mieux en sensation. Évidemment, une auto très moderne et extraordinaire en comportement routier, mais elle va avoir, si tu prends une GT3 extrêmement moderne, elle a double triangulation, elle a les supports moteurs, le torque vectoring machin, elle a les roues arrière directrices. Là, on est dans une auto qui reste simple, et rien ne peut offrir les sensations d'une voiture de course. Plus je pense, on a tous dans la tête qu'on est au volant d'une M3E30 pour les passionnés de rallye, et moi, quand je conduis ça, je suis François Chatriot. Donc François Chatriot, très grand pilote, 2 fois champion de France sur la M3E30, avec les Bastos, voilà. Just call me Chatriot. Alors on a choisi de rouler aujourd'hui, les images que vous voyez sont tournées pour une fois pas dans le Vercors, même si on est en face du Vercors, hein, puisqu'on est à Saint-Marcellin. Mais autour de Saint-Marcellin, c'est quand même une terre de rallye. On a beaucoup parlé pour la GT3, pour la Subaru, du rallye dans le Vercors, mais Saint-Marcellin, c'est le rallye de Saint-Marcellin, c'est le rallye de la Noix de Grenoble, la Saint-Marcelinoise, dont je suis membre, comme mon ami Paul, et nous allons rouler, et nous avons roulé sur ces spéciales. Donc on a vraiment plongé dans un rallye qui existe pour le Saint-Marcellin depuis plus de 30 ans, le rallye de la Noix de Grenoble depuis plus de 10 ans. On va mettre la M3E30 vraiment en terre de rallye, et en plus cette rouge, elle a fait plusieurs fois l'ouverture du rallye de Saint-Marcellin ou du rallye de la Noix. Elle a même fait en 0, c'était un de mes grands souvenirs, le 30e rallye de Saint-Marcellin. Donc là je m'étais éclaté, et donc c'est dans des paysages absolument magnifiques de l'automne et des terres de rallye, une fois de plus, propices pour faire rouler des M3E30.